Regardez le ciel. Chaque point lumineux, dans la plupart des cas, ce sont des étoiles. Un astre magnifique, lumineux, un point de repère dans l'univers. Maintenant, imaginez une étoile massive en fin de vie. Après avoir brillé des millions d'années, elle explose en supernova, rejetant alors dans l'espace ses couches externes dans un spectacle cataclysmique. Mais ce n'est pas forcément la fin de l'histoire. En fait, au cœur de cette explosion, il reste un cadavre stellaire, une boule de matière si compacte que la comparaison défie l'imagination. Pour vous donner un ordre d'idée, une cuillère à café de cette étoile pèserait plusieurs milliards de tonnes sur Terre. Ce monstre, c'est une étoile à neutrons. Mais en réalité, ces objets sont déjà, en soi, des paradoxes vivants. En fait, ils condensent des lois de la physique quantique et de la relativité générale, dans un même laboratoire naturel, ce qui leur permet de posséder des champs magnétiques des milliards de fois plus puissants que ceux de la Terre, et de leur donner une vitesse de rotation inouïe. On parle ici de centaines de rotations par seconde, comme des phares cosmiques. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce sont leurs zones interdites. Alors, ça peut faire peur, mais en réalité, ce terme ne désigne pas des barrières physiques au sens classique, comme un mur ou une cage, mais plutôt des régions où certaines choses ne peuvent tout simplement pas exister. Des endroits où les atomes se brisent, où la lumière est piégée, où des particules sont confinées dans des orbites forcées par des champs titanesques, ou encore où la gravité empêche toute trajectoire stable. En d'autres termes, une étoile à neutrons est une sorte de terrain miné de la physique, parsemé de zones où les lois que nous tenons pour acquises cessent de fonctionner normalement. Alors, on va plonger dans ce monde étrange. On commencera par rappeler ce qu'est une étoile à neutrons évidemment et comment elle se forme. Puis on ouvrira la carte des entrailles et de son environnement, pour comprendre ces fameuses zones interdites. Celles qui piègent les particules, celles qui deviennent la lumière, celles qui interdisent même l'existence de la matière ordinaire. Et plus on avancera, et plus on verra que ces zones interdites ne sont pas seulement des curiosités astrophysiques. Comprendre une étoile à neutrons, c'est tester nos théories les plus fondamentales. Gravité, mécanique quantique, physique nucléaire. Et on va tout passer en revue. Alors accrochez-vous, aujourd'hui on s'attaque à un géant de l'astrophysique, une étoile à neutrons. Bonjour tout le monde, trop content de vous retrouver aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo, inédite parce que j'ai jamais parlé de ce sujet sur la chaîne, et peut-être que vous le connaissez pas non plus, on verra. Alors comme à notre habitude, on va lire un petit commentaire qui est arrivé il y a 15 heures par Philippe. Alors je te dis, ma passion et tes vidéos sont vraiment superbes. Déjà merci. Je suis un passionné de découvertes scientifiques actuelles et futures. Effectivement, on est dans le thème. Alors il a dit un truc dans son commentaire, un passionné de SF qui deviendra la normalité de demain. Est-ce que vous pensez vraiment que la science-fiction, c'est vraiment la réalité de demain? Moi sur l'idée, je suis un peu partagé parce que ce qu'on imagine un peu, c'est toujours une vision, l'inverse d'utopique, j'ai plus le nom, mais un peu cataclysmique, c'est l'apocalypse quoi. Donc je pense pas que l'avenir sera toujours aussi négatif, comme on l'imagine dans la science-fiction, la plupart du temps, avec les robots, etc. Donc moi je me dis que j'ai de l'espoir dans un futur relativement bien, mais oui, je pense qu'il y a des parties de science-fiction qui deviendront la réalité parce que ça a été le cas par le passé. Parce que par exemple, je sais pas, il y a des films peut-être dans les années 50, 60, 70 où on imaginait le futur et il y a des choses qui se sont réellement produites. Les voitures volantes, c'est pas encore le cas, mais il y a les drones, etc. Tu vois. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, petite question comme ça, petit débat. Évidemment, n'oubliez pas de vous abonner si c'est pas déjà fait. C'est gratuit et ça soutient la chaîne. Vous pouvez aussi liker la vidéo en appuyant sur le petit bouton pouce si jamais vous l'aimez. Et si vous souhaitez soutenir la chaîne et son développement, eh bien vous pouvez la rejoindre et ça vous permet en contrepartie d'avoir des avantages exclusifs comme voir les vidéos en avant-première. Pour la rejoindre, vous avez juste à scanner ce QR code là, sinon il y a le lien en description et ou en commentaire épinglé. Sur ce, je pense qu'on a fait le tour, c'est parti. C'est quoi une étoile à neutrons? Comment elle se forme? Eh bien, comme son nom l'indique, c'est une étoile. Et plus exactement, le cadavre d'une étoile massive qui est resté très actif. Donc pour savoir qu'est-ce que vraiment une étoile à neutrons, je vais rapidement faire un récapitulatif de ce qu'est une étoile. Parce que vous allez le voir, tout est lié. Eh bien, imaginez un nuage géant de gaz, froid et sombre, dérivant dans la galaxie. Une nébuleuse. Une sorte de pouponnière d'étoiles. En fait, ce nuage,
est principalement composé d'hydrogène, l'élément le plus simple et le plus abondant dans l'univers. Et sous son propre poids, ce nuage commence à s'effondrer. La matière se concentre, la température grimpe. Et un jour, le cœur atteint environ 10 millions de degrés, température où la fusion nucléaire s'allume. À partir de ce moment-là, une étoile vit grâce à un subtil équilibre. D'un côté, on a la gravité qui tente de tout écraser vers le centre. De l'autre, se retrouve la pression issue de la fusion nucléaire, qui pousse dans l'autre sens. Mais c'est quoi la fusion nucléaire dans une étoile? Comme on l'a vu dans une étoile comme le Soleil, le cœur est énorme et très chaud, de l'ordre de plusieurs millions de degrés. Dans ces conditions extrêmes, les atomes se comportent très différemment de ce qu'on connaît sur Terre. En fait, un atome normal est composé d'un noyau positif, lui-même composé de protons et de neutrons, et d'un nuage d'électrons chargés négativement qui gravitent autour. Mais à des millions de degrés, les électrons sont arrachés. On obtient alors un plasma, une sorte de soupe de noyaux nus et d'électrons libres. Mais le problème, c'est que parce qu'on perd le négatif des électrons, eh bien les noyaux sont tous positifs. Ce qui fait que, normalement, ils se repoussent, comme deux aimants du même pôle. Eh bien oui, le plus repousse le plus, le moins repousse le moins. Mais le plus attire le moins et le moins attire le plus. Mais bref, les solutions à ce problème, ce sont la température et la pression colossale dans le centre, qui vont quand même réussir à forcer le rapprochement des noyaux. Du moins, assez pour que la force nucléaire forte, qui est la force fondamentale la plus puissante, mais qui agit seulement à très petite distance, prenne le relais. Et quand deux noyaux d'hydrogène se rapprochent suffisamment, ils fusionnent. Et ça va former un noyau plus lourd, comme l'hélium, puis plus tard le carbone et l'oxygène. Et c'est d'ailleurs ce phénomène qui fait briller les étoiles. Alors pourquoi et comment? En réalité, quand deux noyaux fusionnent, la masse du noyau final est un peu plus faible que la somme des masses de départ. Et cette petite différence est convertie en fait en énergie. Tout ça selon la formule bien connue d'Einstein, E égale mc². Et comme c carré est gigantesque, comme c'est le carré de la vitesse de la lumière, eh bien une toute petite perte de masse libère une quantité énorme d'énergie. Et c'est cette énergie qui chauffe l'étoile, maintient la structure contre la gravité comme on l'a vu, et rayonne jusqu'à nous, sous forme de lumière et de chaleur. Imaginez une chaudière qui brûle du charbon pour produire de la chaleur. Dans une étoile, c'est pareil, sauf que le carburant n'est pas du charbon, mais des noyaux atomiques. Et la réaction n'est pas chimique, mais nucléaire. Et c'est ce qui est infiniment plus puissant. Pour vous donner un ordre d'idée, un seul gramme de matière qui fusionne dans une étoile libère autant d'énergie que des tonnes de carburant chimique sur Terre. Donc en gros, la fusion nucléaire, c'est le cœur du moteur des étoiles. Des noyaux d'hydrogène qui s'écrasent les uns contre les autres jusqu'à fusionner en hélium, libérant une énergie colossale. Autrement dit, c'est ce feu qui fait briller les étoiles pendant des milliards d'années. Bon, voilà pour ce petit rappel sur la fusion nucléaire. Mais s'il faut retenir quelque chose, c'est que la vie d'une étoile dépend du temps, de l'équilibre entre sa gravité et l'énergie produite par cette fusion. Et cet équilibre peut durer très longtemps. Par exemple, pour une étoile comme le Soleil, il va durer environ 10 milliards d'années. Et pour une étoile beaucoup plus massive, de 10, 20, 30 fois le Soleil, la fusion est si rapide que sa vie est écourtée à quelques millions d'années seulement. Un clin d'œil à l'échelle cosmique. Mais c'est pas tout. Non, en fait, comme on l'a vu, la fusion utilise comme base l'hélium. Mais qu'est-ce qu'il se passe quand l'hydrogène vient à manquer dans le cœur? Eh bien, quand ça arrive, la gravité gagne un peu de terrain, comprimant encore plus le noyau. Résultat, la température monte et de nouveaux carburants s'allument. L'hélium, produit par la fusion d'hydrogène, se transforme en carbone. Le carbone en oxygène, puis en néon, magnésium, silicium, etc. Là, on obtient une structure en couches concentriques, un peu comme un gigantesque oignon, où chaque coquille est en train de fusionner un élément différent. Mais comme tout dans l'univers, cette chaîne a une fin. Et cette fin, c'est le fer. Parce que fusionner du fer ne libère pas plus d'énergie, au contraire, ça en consomme. Et là, l'énergie se retrouve sans carburant rentable au cœur. L'équilibre se rompt. Parce que sans la pression de la fusion, pour contrebalancer la gravité, le cœur s'effondre en une fraction de seconde. Les couches supérieures tombent dessus, rebondissent, et sont éjectées dans une explosion titanesque, la supernova. Alors qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une explosion stellaire. Et elle est si énergétique qu'elle peut brièvement briller autant que toute une galaxie. Et c'est d'ailleurs dans ces cataclysmes que les éléments lourds comme l'or, l'uranium ou le platine y sont forgés et dispersés dans l'espace. Au final, ce sont les supernovas
qui ont enrichi le cosmos, donnant naissance à des planètes et à nous. Et les étoiles à neutrons alors, c'est quoi le lien avec tout ça? Eh bien, au centre de la supernova, le destin se joue. Si le cœur restant après l'explosion a moins de 1,4 masse solaire, il s'effondre en une naine blanche, un cadavre stellaire inerte. S'il a entre 1,4 et environ 2,5 masses solaires, il devient une étoile à neutrons. Et s'il fait plus de 2,5 à 3 masses solaires, alors la gravité gagne définitivement, et ce cadavre devient un trou noir. Donc en fait, l'étoile à neutrons, c'est donc un cas intermédiaire, mais d'une violence extrême. Imaginez la masse de 1,4 fois le Soleil concentrée dans une sphère de 20 km de diamètre. C'est comme si tout Paris pesait plus que notre Soleil tout entier. Oui, c'est énorme. Sa densité est telle qu'on peut dire que c'est un noyau atomique, mis à l'échelle d'une ville. Une cuillère à café de matière d'étoile à neutrons pèserait 1 milliard de tonnes, de quoi écraser instantanément une montagne entière. Mais le plus fou n'est pas seulement leur extrême densité. Alors qu'est-ce que c'est? Eh bien, on peut noter deux caractéristiques folles, majeures, leur champ magnétique et leur rotation. Pour la faire très simple, leur champ magnétique est des millions à des milliards de fois plus puissant que celui de la Terre. Certains objets, appelés magnétas, qui sont des sortes d'étoiles à neutrons, ont un champ si intense qu'ils peuvent déformer les orbitales électroniques à distance, voire arracher les atomes. Et comme je l'ai rapidement mentionné, leur rotation est aussi extrême. Au moment de l'effondrement, la conservation du moment cinétique fait qu'une étoile géante, qui tournait tranquillement, voit sa vitesse de rotation multipliée par des centaines de fois. Résultat, une étoile à neutrons peut tourner sur elle-même des centaines de fois par seconde. Et le plus dingue, c'est que ces pulsars émettent des faisceaux de radiation, comme des phares cosmiques. À chaque tour, leurs faisceaux balayent la Terre et nous captons un bip régulier, comme un tic-tac d'une horloge universelle. Bon, si le sujet des pulsars vous intéresse, je vous mettrai une vidéo dédiée à la fin de cette vidéo-là. Et si les étoiles à neutrons sont très impressionnantes, elles sont aussi fascinantes. Parce que les étoiles à neutrons, ce sont des laboratoires naturels uniques. Elles concentrent la gravité extrême, la physique nucléaire la plus dense qu'on puisse imaginer, et des champs électromagnétiques colossaux, ce qui impacte forcément leur environnement, où se créent des régions où plus rien n'obéit à nos intuitions habituelles, des régions où la lumière peut être tordue, où la matière peut adopter des états inconnus, et où certaines zones deviennent littéralement interdites, aux particules ou à la physique classique. Bon, maintenant qu'on sait ce qu'est une étoile à neutrons et d'où elle vient, on peut plonger plus en détail dans son anatomie. Parce que ce n'est pas un bloc uniforme, non, c'est une structure en couches, et où chaque couche a des propriétés étranges. Et c'est de cette organisation que naissent les fameuses zones interdites. Eh bien oui, on pourrait croire qu'une étoile à neutrons, c'est juste une boule homogène de matière ultra dense. Mais en réalité, c'est un véritable oignon cosmique avec des couches très différentes les unes des autres. Et chacune est un véritable cauchemar de physique extrême. C'est comme si, en descendant de la surface jusqu'au centre, on traversait des mondes de plus en plus étranges, qui ne ressemblent plus rien à ce que nous connaissons sur Terre. Mais quelles sont ces couches exactement? Bon, pour explorer ces mondes différents, on va partir de la couche la plus externe, direction le cœur de l'étoile à neutrons. Et donc on va commencer par la couche la plus éloignée du cœur, la croûte externe, qui pourrait au final ressembler à une peau de métal écrasée. Cette croûte a donc une épaisseur d'environ 1 km seulement, ce qui est ridicule comparé aux 10 ou 1 km du rayon total. Mais c'est celle qui forme la surface visible. Elle est composée de noyaux atomiques normaux, comme du fer ou du nickel, mais sous une pression inimaginable. Imaginez, à la surface de la Terre, on vit tous à 1 atmosphère de pression. Donc, dans la croûte externe d'une étoile à neutrons, la pression atteint des milliards de fois plus. Résultat, les noyaux sont tellement compressés qu'ils forment une sorte de cristal géant, plongé dans une mer d'électrons libres. C'est comme si toute la surface était recouverte d'une armure métallique ultra dure, 1000 fois plus solide que n'importe quel matériau qu'on puisse fabriquer en laboratoire. On continue notre voyage vers le centre de l'étoile à neutrons, direction la croûte interne, là où les noyaux se fissurent. En fait, en descendant un peu, la pression augmente. Là, les noyaux atomiques, déjà écrasés au maximum, ne tiennent plus. Ils commencent à libérer leurs neutrons. Ces neutrons deviennent libres et circulent entre les noyaux. Mais qu'est-ce que ça change? Concrètement, quand les neutrons s'échappent des noyaux, la matière cesse d'être un simple cristal nucléaire solide. Elle va devenir un mélange hybride solide-fluide, inédit. Ces neutrons libres vont circuler entre les noyaux et modifier complètement la rigidité et la dynamique de la croûte. Ce qui explique par exemple certains sursauts dans la rotation des pulsars. C'est aussi la première étape vers la formation d'un océan superfluide de neutrons.
dans les couches les plus profondes. On peut visualiser ça comme une ville où les immeubles, ici les noyaux, s'effondrent sous la pression, et où les habitants, les neutrons, se mettent à aérer partout dans les rues. En gros, la croûte interne, c'est un état hybride, à moitié solide avec les noyaux survivants, et à moitié fluide grâce aux neutrons libres. Et le plus fou dans tout ça, c'est que cette couche n'existe nulle part ailleurs dans l'univers. Sauf peut-être au cœur des collisions d'étoiles à neutrons, qu'on commence à étudier grâce aux ondes gravitationnelles. Mais rien n'est sûr. On continue notre périple vers les profondeurs de l'étoile à neutrons, et on arrive au noyau externe, aussi appelé l'océan quantique des neutrons. À cette profondeur, on perd complètement la matière ordinaire. Là-bas, il n'y a presque plus que des neutrons libres, formant une mer géante. Mais attention, c'est pas un fluide classique. Alors qu'est-ce que c'est? En fait, à cette profondeur, chaleur et densité, les neutrons obéissent à la mécanique quantique, à grande échelle, ce qui les transforme en un superfluide. Et rebelote, c'est quoi un superfluide? Pour la faire très simple, un superfluide, c'est un état de la matière encore plus exotique que ce qu'on connaît. De ce que l'on sait, il s'écoule sans viscosité. Pas de frottement, pas de résistance. Rien ne peut le retenir. Imaginez que vous allez vous servir un verre d'eau au robinet, mais qu'ici, l'eau soit un superfluide. Eh bien l'eau traverserait le verre comme si elle n'avait rien rencontré. Mais c'est pas tout. Parce qu'en théorie, il peut grimper le long des parois de son récipient. Rien que ça. Il peut aussi former des tourbillons quantiques parfaitement stables, qui influencent même la rotation de l'étoile à neutrons. Mais alors comment on sait tout ça? Eh bien parce qu'on a déjà étudié des superfluides en laboratoire. Et là vous allez me demander, mais comment c'est possible? Eh bien certains atomes, comme l'hélium liquide, proches du zéro absolu, se transforment en superfluides. Mais dans une étoile à neutrons, c'est cette logique qui régit un océan de plusieurs kilomètres d'épaisseur. Ce superfluide est si particulier qu'il joue un rôle dans certains phénomènes observés depuis la Terre, comme les glitches des pulsars, ces petites accélérations soudaines de rotation, qu'on soupçonne liées aux tourbillons de superfluide interne. Alors je sais pas si vous vous en apercevez, mais plus on s'approche du noyau, plus les couches ressemblent de moins en moins à ce qu'on connaît sur Terre. Et c'est pas fini. Il reste le dernier compartiment, le noyau interne, ou comme on l'appelle dans l'imaginaire astrophysique, l'inconnu absolu. Ici, la densité dépasse celle d'un noyau atomique, ce qui veut dire que ce stade, les neutrons eux-mêmes pourraient perdre leur identité. Et pour expliquer un peu de quoi pourrait être fait ce noyau, plusieurs hypothèses existent. Ce pourrait être une soupe de quarks. Alors qu'est-ce que c'est? Alors sans trop rentrer dans les détails, les quarks ce sont des particules fondamentales, ou élémentaires, qui composent les neutrons. À ces pressions, ils pourraient se libérer formant un plasma de quarks. Le noyau, ce pourrait aussi être des condensats de particules exotiques étranges, comme les pions ou les kaons. Ils pourraient se former et se condenser en phase inédite de la matière. Mais on a beau avoir des théories, on a toujours un problème clé. C'est que ces conditions ne sont reproduisibles nulle part ailleurs. Même les plus grands accélérateurs de particules comme le LHC n'atteignent pas la densité d'une étoile à neutrons. Autrement dit, ce noyau interne, c'est notre terra incognita cosmique. Donc en résumé, l'intérieur d'une étoile à neutrons, c'est comme un voyage de la matière ordinaire vers la matière impossible. On a d'abord une croûte métallique ultra dense, puis une zone où les noyaux se fissurent et libèrent leurs neutrons. Ensuite, un océan quantique de neutrons superfluides et enfin un cœur mystérieux, où peut-être les neutrons se dissolvent en quarks. Et c'est justement dans ce décor que se dessinent les zones interdites, les régions où les lois que nous connaissons ne s'appliquent plus, où certaines particules ne peuvent pas exister, et où la matière prend des formes que notre intuition humaine refuse presque d'imaginer. On va maintenant attaquer le cœur du sujet, les zones interdites des étoiles à neutrons. Mais au final, qu'est-ce que c'est? Alors quand on parle de zones interdites dans les étoiles à neutrons, faut pas imaginer des murs invisibles qui bloquent la matière, comme dans un film de science-fiction. Non, en réalité, ce sont des régions de l'étoile ou son environnement où certaines lois physiques interdisent qu'un comportement habituel se produise. En clair, ce n'est pas la matière qui veut s'empêcher d'exister. Ce sont les équations qui disent qu'elle ne peut tout simplement pas se comporter normalement. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien qu'en fait, il existe différents types de zones interdites, et je vais vous en donner quelques exemples. Déjà, on peut avoir les zones interdites pour les particules, parce que dans les conditions extrêmes de pression et de densité d'une étoile à neutrons, une particule qui serait parfaitement stable sur Terre peut devenir instable. Par exemple, certains noyaux atomiques se désintègrent instantanément, parce que l'environnement ne leur laisse pas la place d'exister. On a aussi les zones interdites pour la lumière. En gros, autour d'une étoile à neutrons, le champ gravitationnel et magnétique est si intense que certaines longueurs d'onde de la lumière peuvent être absorbées, piégées ou fortement déviées. Autrement dit, la lumière n'a plus la liberté de voyager comme dans le vide. Il y a des zones où elle ne passe pas.
Et dernier exemple, on a les zones interdites issues des lois quantiques. En fait, quand la mécanique quantique se combine à la relativité, certains états d'énergie ou certains mouvements deviennent mathématiquement impossibles. C'est comme si l'espace de l'étoile à neutrons était un puzzle quantique qui ne tolère que certaines pièces bien définies. Donc là, j'ai passé un peu vite, mais pas de panique. Je vais revenir sur ces différentes zones beaucoup plus précisément. Pour l'instant, ce qu'il faut retenir, c'est qu'une zone interdite, c'est l'endroit où la matière et l'énergie ne peuvent pas se comporter comme d'habitude. Parce que les règles de la physique y imposent des contraintes radicales. Ça prépare le terrain pour comprendre ce qui se passe dans les couches internes et à la surface des étoiles à neutrons où l'on observe des zones interdites pour les électrons, des zones interdites pour les protons et même des zones interdites pour la lumière. Et c'est précisément ce qu'on va explorer dans la suite, les différents types de zones et leurs effets spectaculaires. Et on va commencer avec la zone interdite pour la magnétosphère. Alors, qu'est-ce que c'est que ça encore, une magnétosphère? Eh bien, c'est en fait la bulle magnétique qui entoure un astre doté d'un champ magnétique puissant, comme la Terre, Jupiter ou une étoile à neutrons. Par exemple, la Terre possède un champ magnétique, généré par son noyau de fer liquide en mouvement. Et vous allez voir que c'est très loin d'être inutile, parce qu'en fait, ce champ repousse les particules chargées des vents solaires et crée une zone de protection, la magnétosphère terrestre. Grâce à elle, on n'est pas bombardé en permanence par des radiations solaires mortelles. Pour une étoile à neutrons, la magnétosphère, c'est la zone où le champ magnétique domine tout. Il dicte le mouvement des particules, canalise les rayonnements. Et même la lumière peut être déviée par ses effets indirects. Et dans un magnétar, qui est un type d'étoile à neutrons en particulier, cette magnétosphère est tellement extrême qu'elle devient une zone interdite cosmique, où les particules n'ont pas la liberté de mouvement qu'elles auraient ailleurs. Imaginez un filet de pêche géant autour d'un poisson. Le poisson ici, la particule, ne peut plus nager comme il veut. Le filet détermine tous ses mouvements. La magnétosphère, c'est ce filet invisible, mais à l'échelle d'un astre entier. Bref, dites-vous qu'une étoile à neutrons classique a déjà un champ magnétique des milliards de fois plus puissant que celui de la Terre. Mais un magnétar, c'est un monstre. Son champ peut atteindre 10 puissance 11 Tesla. Pour comparer, et pour donner une image, le champ magnétique d'un simple aimant de frigo est environ 0,001 Tesla. Un magnétar, c'est donc comme si vous aviez un aimant cosmique des milliers de milliards de fois plus puissant que tout ce que nous pouvons créer sur Terre. Et souvent, dans une telle intensité, les lois normales de l'électromagnétisme sont complètement bouleversées. Et c'est d'ailleurs par cette magnétosphère que va naître des zones interdites. Celles-ci vont impacter les particules chargées. Alors comment ça marche? En fait, les électrons et les protons, qui sont des particules chargées, n'ont plus le droit de se déplacer librement. Au lieu de circuler au hasard, ils sont littéralement limités comme cloués sur une ligne de champ magnétique extrêmement puissant des étoiles à neutrons. Exactement comme des trains obligés de suivre des rails invisibles. Mais c'est pas tout. La mécanique quantique impose que leur trajectoire soit quantifiée. Autrement dit, ils n'ont pas une infinité de chemins possibles, mais seulement des orbites autorisées, des chemins prédéfinis. Un peu comme les marches fixes d'un escalier. Imaginez un piano cosmique. Les électrons ne peuvent pas jouer toutes les notes possibles. Seulement certaines touches précises que la force du champ magnétique autorise. Mais on va essayer d'être un peu plus précis. En réalité, dans un champ magnétique aussi extrême, les électrons entrent dans ce qu'on appelle les niveaux de Landau. Qu'est-ce que c'est? Concrètement, ça veut dire qu'ils n'ont plus le choix. Ils sont obligés de sauter de palier en palier comme sur une échelle. Pas d'entre-deux possible. Si l'énergie n'est pas suffisante pour passer au palier suivant, l'électron reste bloqué. Ça crée des zones interdites d'énergie, c'est-à-dire des marches manquantes, où aucun électron ne peut se trouver. Et comment on sait tout ça, si ce sont des zones complètement inconnues de l'homme? Eh bien en fait, quand un électron ou un proton est obligé de changer de niveau, comme passer de la marche supérieure ou redescendre d'un cran, il libère de l'énergie sous forme de rayonnement. Et comme les marches sont parfaitement régulières, le rayonnement émis est lui aussi très caractéristique. Résultat, les magnétars brillent dans les rayons X et parfois même en gamma, avec une signature quasi digitale, comme une empreinte quantique. Et en observant ce spectre, les astronomes savent que derrière, il y a un champ magnétique tellement extrême que la matière y est littéralement réorganisée. C'est comme si l'espace autour d'un magnétar devenait une prison magnétique géante. Les particules sont les prisonniers, les lignes de champ sont les barreaux, et les zones interdites sont les cellules vides où personne n'a le droit d'aller. Mais contrairement à ce qu'on pourrait penser, cette prison n'est pas silencieuse, parce qu'à chaque fois qu'un prisonnier change de cellule, il émet un cri. Et ce cri, pour nous, ce sont les rayons X et gamma.
Donc ça, c'était une zone interdite au large des étoiles à neutrons, là où le champ magnétique joue avec le vide spatial. Mais maintenant, on va descendre encore plus profond, au cœur même de l'étoile à neutrons, pour voir que les zones interdites existent aussi dans sa matière interne, et qu'elles redéfinissent complètement ce que nous appelons la matière. Parce qu'en réalité, quand on plonge dans une étoile à neutrons, on traverse une série de mondes successifs, où nos lois familières de la matière sont cassées une à une. Et c'est là que naissent les fameuses zones interdites. On vient de voir les zones interdites des particules, qui sont influencées par les champs électromagnétiques des étoiles à neutrons. Maintenant, on va voir ce qui se passe dans la croûte externe. Mais quelles zones interdites y a-t-il? Et pourquoi sont-elles là? Eh bien déjà, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans la croûte externe, la pression est inimaginable, des millions de fois plus grande que celle qu'on peut produire en laboratoire. Résultat, les électrons sont tellement comprimés qu'ils n'ont plus d'espace autour des noyaux. Et au bout d'un certain point, ils sont forcés de fusionner avec les protons. Et ce processus donne naissance à des neutrons libres. C'est-à-dire qu'ils ne forment aucun noyau atomique. Ils sont là, dérivant sans ne rien former, dans la croûte externe. Ici, les atomes disparaissent. Plus de noyaux entourés d'électrons. Plus de chimie, plus de réactions moléculaires. Au final, c'est une zone interdite pour la chimie, pour la matière ordinaire. Impossible d'avoir, par exemple, une molécule d'eau ou de carbone comme sur Terre. Imaginez une salle de concert tellement bondée que les spectateurs finissent par s'écraser les uns contre les autres. À un moment, ils cessent d'être des individus séparés. Ils deviennent comme une masse compacte, indistincte. Les atomes subissent le même sort. Ils sont écrasés au point de perdre leur identité. Et comme on l'a vu tout à l'heure, quand on parlait des différentes couches d'une étoile à neutrons, quand on descend plus profondément, on trouve un océan de neutrons qui se déplace librement. Ces neutrons ne se comportent pas comme un fluide classique, mais comme un superfluide. C'est-à-dire qu'ils peuvent couler sans viscosité ou encore former des tourbillons quantiques stables. Et de ce fait, pour les électrons et protons, c'est un no man's land, interdiction d'exister librement. C'est comme si vous nagiez dans une mer où il est impossible de respirer ou même de flotter. Seule une certaine espèce, les neutrons, a le droit d'y exister. Mais il y a toujours des exceptions. Alors, qu'est-ce qu'il se passe si une particule parvient à survivre? On va prendre l'exemple des protons pour que ce soit plus simple. Les protons, qui suivent dans ce milieu extrême, forment un supraconducteur, un état où le courant électrique peut circuler sans résistance. Donc en fait, c'est une zone interdite pour l'électricité normale. Impossible d'avoir une ampoule qui chauffe ou un fil qui brûle, comme chez nous. De même, la chaleur elle-même se déplace de manière quantique, en sautant d'un état à l'autre. Et comme vous avez pu le remarquer, ici, la physique du quotidien est bannie. La matière prend des comportements uniquement décrits par la mécanique quantique, concept qu'on connaît pour l'instant très mal. Et encore une fois, on va continuer notre exploration des zones interdites. Direction le corps chaud et dense d'une étoile à neutrons, le noyau interne, la zone interdite ultime. En fait, dans le centre de l'étoile à neutrons, les conditions deviennent si extrêmes qu'on ne sait plus exactement quelle forme prend la matière. Mais comme on l'a vu, il existe certaines hypothèses. On a vu le plasma de quarks, où les neutrons et protons eux-mêmes s'effondrent, libérant leurs briques élémentaires, les quarks, en une soupe dense, et où il y avait aussi les condensats de bosons exotiques, qui sont des particules hypothétiques comme les pions ou les kaons, qui pourraient se geler dans un état quantique collectif. Mais bref, dans tous les cas, dans cette région, la matière ordinaire, donc celle à base de neutrons, de protons et d'électrons, n'a plus le droit d'exister. Elle est remplacée par quelque chose de totalement inédit. C'est comme descendre dans une ville en ruine. Au début, on reconnaît les maisons écrasées, puis seulement des briques, puis plus rien d'identifiable. Juste une boue étrange qui n'a rien à voir avec les structures d'origine. Donc au final, sur le chemin entre la croûte et le noyau des étoiles à neutrons, on assiste à une succession de zones interdites. Interdiction pour les atomes d'exister, interdiction pour la matière de se comporter classiquement, interdiction même, peut-être, pour les particules fondamentales que nous connaissons de rester intactes. Une étoile à neutrons, c'est donc un musée d'interdits cosmiques, un endroit où chaque règle familière de la physique est brisée à mesure que l'on plonge plus profondément. Mais on va revenir sur un type de zone interdite en particulier, les zones interdites pour la lumière. Alors pourquoi spécifiquement pour la lumière? Eh bien tout simplement parce qu'on dit souvent que, à l'exception des trous noirs, rien n'échappe à la lumière. Mais ça, c'était avant qu'on ne découvre de nouveaux monstres de densité, de gravité, les étoiles à neutrons. Parce que finalement, les étoiles à neutrons sont la preuve que même les photons, les particules de lumière, ces messagers universels, peuvent se retrouver piégés, contraints ou interdits de sortie. Alors comment c'est possible? Comment ça marche? Pour rappel, une étoile à neutrons a une masse colossale. Dans la grande majorité des cas, elle concentre une masse supérieure à celle du Soleil.
dans une sphère de 20 km de diamètre. Résultat, la gravité y est 200 milliards de fois plus forte qu'à la surface de la Terre. Et dans ce contexte extrême, l'espace-temps n'est plus plat, il est profondément courbé. Les photons, qui normalement voyagent en ligne droite, se voient obligés de suivre les plis de cet espace. Alors, bougez pas, on va prendre un exemple. Dans mes différentes vidéos que j'ai pu faire, j'ai eu plusieurs fois l'occasion de vous parler de l'espace-temps. Et j'ai remarqué que le meilleur moyen de vous imaginer ce concept, c'était avec la nappe. Donc on y est. Imaginez une nappe tendue, vous y posez un petit poids. La nappe se déforme légèrement, mais une bille peut encore passer. Posez maintenant une boule de bowling, la nappe se creuse tellement que la bille n'a plus d'autre choix que de tourner en cercle autour et de tomber au fond. Une étoile à neutrons agit comme cette boule de bowling dans les rayons lumineux. Elle va tellement plier la nappe, donc l'espace-temps, que les photons qui passeront à une certaine distance seront pris dans le creux, formé par l'étoile. Donc on est d'accord pour dire que ce n'est pas un trou noir, parce que la lumière peut tout de même sortir de l'attraction de l'étoile à neutrons. Mais on n'est pas très loin. Mais pourquoi je dis ça? Quelles sont leurs plus grandes différences? Alors, une petite pause trou noir s'impose. Un trou noir, c'est le destin ultime des étoiles plus massives. Pour rappel, quand une étoile vit sa vie, elle tient en équilibre grâce à un combat permanent. À l'intérieur, la fusion nucléaire pousse vers l'extérieur par la pression de radiation. À l'extérieur, la gravité tire vers l'intérieur. Tant que la fusion fonctionne, l'étoile résiste à son propre poids. Et quand le carburant nucléaire s'épuise, la gravité gagne. Et si l'étoile est vraiment massive, au moins 20 à 30 fois la masse du Soleil au départ, alors même la pression des neutrons, donc ce qui forme une étoile à neutrons, ne suffit plus. La matière s'effondre sans rien pour l'arrêter. Et c'est d'ailleurs là qu'intervient la notion de rayon de Schwarzschild. Mais qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est la frontière critique autour de l'objet. En gros, si toute la masse est concentrée à l'intérieur de ce rayon, alors même la lumière ne peut plus s'échapper. On appelle cette frontière l'horizon des événements. Concrètement, tout ce qui franchit cette limite est condamné, car aucun signal, pas même les photons, ne peut revenir. Imaginez un toboggan géant qui descend si raide et si profond qu'une fois lancé dedans, il n'y a plus aucun moyen ni de freiner ni de remonter. Eh bien, le bord supérieur du toboggan, c'est l'horizon des événements. Donc, une étoile à neutrons est un objet où la matière a résisté juste avant cette limite. Et un trou noir, c'est l'étape suivante. C'est l'effondrement total, où la gravité devient reine absolue, et où l'espace-temps est refermé sur lui-même. Bref, parenthèse trou noir terminé. La plus grande différence entre ces deux monstres de gravité, eh bien, c'est que l'étoile à neutrons reste visible. On peut voir sa surface et ses émissions, mais les photons qui la quittent ne sortent pas sans conséquence. Ils vont subir ce qu'on appelle un redshift gravitationnel. En gros, ils perdent de l'énergie en grappant hors de son puits de gravité. Et pour combiner cette perte, ils vont puiser dans leur propre énergie, ce qui va modifier la longueur d'onde qu'ils vont émettre. Ils vont émettre plus dans le rouge. C'est ce qu'on appelle un redshift, un décalage vers le rouge gravitationnel. C'est comme si un coureur devait escalader une pente raide en portant un sac de sable. Même s'il arrive en haut, il est épuisé et beaucoup plus lent. Les photons, eux, arrivent jusqu'à nous, mais avec une énergie amoindrie. Mais c'est pas tout, parce que toute cette machinerie, on va maintenant l'associer à la relativité. Alors pourquoi faire ça? Eh bien en fait, en relativité, chaque particule obéit à une sorte de carte routière cosmique, le cône de lumière. Alors qu'est-ce que c'est? Alors vous le savez peut-être déjà, mais en relativité d'Einstein, on décrit l'univers avec l'espace-temps. Cette toile est composée de 3 dimensions d'espace. Gauche-droite, avant-arrière, haut-bas, plus le temps, qui est la 4e dimension. Et dans cet espace-temps, la lumière joue un rôle fondamental, parce que rien ne peut aller plus vite qu'elle. Donc en fait, le cône de lumière, c'est la représentation graphique de toutes les directions que peut prendre un rayon lumineux, à partir d'un événement donné, un point dans l'espace-temps. Imaginez que vous êtes debout dans une pièce sombre, avec une lampe torche, et que vous l'allumez d'un coup. Les photons partent dans toutes les directions possibles, formant une sphère de lumière qui s'agrandit au fil du temps. Et si on trace cette expansion dans un diagramme espace-temps, donc quand on a la distance sur l'axe horizontal et le temps sur l'axe vertical, alors cette sphère devient un cône. Donc vers l'avenir, il y a un cône de lumière future, tout ce que ta lampe peut atteindre. Et vers le passé, il y a un cône de lumière passée, tout ce qui aurait pu vous envoyer de la lumière jusqu'à vous. Mais du coup, à quoi ça sert? Eh bien, en réalité, le cône de lumière délimite ce qui est accessible ou causalement connecté. Ce qui veut dire que si un point est dans votre cône de lumière, un signal peut l'atteindre ou venir de lui. Par contre, s'il est en dehors, c'est interdit. Il faudrait dépasser la vitesse de la lumière pour s'y rendre ou recevoir une information. Ce qui est bien entendu impossible selon la relativité d'Einstein. Et pour apporter ça à notre contexte, on sait que près d'un objet aussi massif, la gravité déforme l'espace-temps. Ce qui va faire que le cône de lumière lui-même va se pencher vers l'étoile. Et là, on va avoir certaines directions
qui vont devenir interdites aux photons. La lumière ne peut plus partir droit. Elle est contrainte de plier sa trajectoire. Alors, c'est un peu compliqué à imaginer ce concept, mais je vais faire de mon mieux. Quand on compare avec la Terre, on se rend compte que ce cône de lumière est bien ouvert, ce qui permet à la lumière de partir dans toutes les directions. Et pourquoi? Eh bien parce que la Terre n'est pas assez massive pour courber l'espace-temps, comme le ferait un astre beaucoup plus lourd. Par exemple, autour d'une étoile à neutrons, ces cônes sont penchés vers l'étoile, ce qui veut dire que certaines directions deviennent interdites. En gros, un photon émis trop vers le bas retombera sur l'étoile. Un photon émis à plat peut tourner autour avant d'être avalé. Seuls ceux émis avec une fenêtre étroite parviennent à s'échapper. Et plus l'attraction d'un astre est importante, et plus cette fenêtre devient petite. Pour les trous noirs par exemple, l'objet est tellement massif qu'il n'existe même plus de fenêtre d'échappatoire aux photons. C'est comme si l'univers imposait un permis de sortie aux photons. La plupart des chemins sont fermés, seuls quelques couloirs restent ouverts. Mais revenons à nos moutons. Pourquoi on parle de lumière quand on parle d'étoiles à neutrons? Eh bien, en fait, les calculs montrent qu'autour d'une étoile à neutrons, il peut exister des orbites de photons. Pour la faire simple, ce sont des zones où la lumière ne s'échappe pas, mais tourne en rond autour de l'étoile. Ces photons finissent par s'éteindre, mais pendant un court instant, ils forment une prison circulaire de lumière, une zone interdite pour la lumière. C'est un peu comme des lucioles attirées par un lampadaire. Elles volent autour, piégées dans une danse circulaire, incapables de s'éloigner vraiment. Et le plus fou dans tout ça, c'est que ce contrôle de la lumière n'est pas qu'une curiosité théorique, on l'observe. Par exemple, les rayons X et gamma émis par les pulsars arrivent déformés. Ce qui se passe en réalité, c'est que certains photons sont redirigés et d'autres bloqués, ce qui change la forme des pulsations observées depuis la Terre. Ça nous donne un diagnostic direct de la courbure de l'espace-temps, à proximité de l'étoile. Au final, c'est comme si on essayait d'écouter une musique, mais que les murs de la salle déformaient les sons. Ce que nous percevons n'est pas l'original, mais une version tordue de l'environnement. Et ces zones interdites pour la lumière ont une importance scientifique hors norme. Elles sont un terrain d'expérimentation unique. Mais pourquoi ces zones interdites pour la lumière en particulier? Eh bien parce qu'elles permettent de tester la relativité générale d'Einstein en conditions extrêmes. Elles montrent que même sans devenir un trou noir, une étoile peut imposer des limites absolues aux photons. Et elles offrent une explication naturelle à certaines signatures astrophysiques mystérieuses. En fait, les étoiles à neutrons sont comme des simulateurs de gravité extrême, révélant des effets qui, ailleurs, seraient invisibles. Bon, alors, c'était un morceau un peu dense, mais pas de panique, je vais vous faire un petit résumé. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'autour d'une étoile à neutrons, la lumière n'est plus libre. Certaines trajectoires lui sont interdites. D'autres la piègent. Et celles qui parviennent à s'échapper sont profondément modifiées. C'est un univers où la gravité dicte ses lois même aux photons, et où la frontière entre étoiles et trous noirs se fait incroyablement mince. Enfin bon, on vient de voir que même la lumière, ce messager universel, se retrouve contrainte autour des étoiles à neutrons. Elle est déviée, piégée, redirigée. Comme si l'espace-temps lui-même lui fermait des portes. Mais les étoiles à neutrons ne se contentent pas d'être des prisons pour la lumière. Elles peuvent aussi devenir des phares cosmiques, envoyant leurs signaux à travers la galaxie avec une régularité déconcertante. Et ces phares, ce sont les pulsars. Et leur fonctionnement repose justement sur d'autres zones interdites. Mais cette fois-ci, pour les particules chargées. Alors pas de panique, on va tout passer en revue. Déjà, c'est quoi un pulsar? Eh bien un pulsar, c'est un type d'étoile à neutrons qui tourne extrêmement vite, jusqu'à plusieurs centaines de rotations par seconde, tout en possédant un champ magnétique colossal, complètement démesuré. Imaginez une toupie minuscule, grosse comme une ville, mais pesant plus que notre soleil. Et autour d'elle, un champ magnétique qui agit comme une cage invisible. Une barrière où les particules classiques, comme les électrons ou les protons, s'y retrouvent piégées et canalisées le long de rails magnétiques. Et quand ces particules s'accélèrent le long des lignes de champ, elles produisent de puissants faisceaux de rayonnement radio, X et gamma. Et comme l'axe magnétique n'est pas aligné avec l'axe de rotation de l'étoile, ces faisceaux balayent le cosmos. Résultat, vu depuis la Terre, les pulsars ressemblent à des phares célestes qui envoient des impulsions régulières. Mais quand je vous parle de zones interdites autour des pulsars, eh bien, c'est parce qu'autour de ces monstres, tout n'est pas permis. Mais ça va encore plus loin que ce que vous pensez. Parce qu'en fait, la magnétosphère d'un pulsar est organisée en zones actives, où les particules peuvent accélérer et rayonner en zone interdite, où toute émission est impossible. Mais pourquoi cette organisation? Eh bien tout simplement parce que dans certaines régions, les lignes de champ magnétique et électrique s'annulent ou s'opposent. Et ça veut dire qu'aucune particule ne peut y être accélérée. Silence complet. C'est comme une arène de théâtre, où seuls certains projecteurs s'allument, alors que d'autres zones restent plongées dans l'ombre absolue.
Et de ces zones vides, les astrophysiciens en ont repéré 3 différentes. Il y a les polar caps, des zones proches des pôles magnétiques, et d'où jaillissent les faisceaux principaux. Il y a les outer gaps, qui sont les grands vides dans la partie externe de la magnétosphère, de véritables déserts interdits aux particules. Et les slot gaps, qui sont un peu comme des couloirs étroits entre zones, comme les frontières entre les zones actives et interdites. Et ces 3 zones sont toutes indispensables, parce qu'elles sculptent littéralement la géométrie des faisceaux de pulsars, et expliquent pourquoi certaines pulsations arrivent dans nos radiotélescopes et pas d'autres. Et grâce à cette organisation stricte, les pulsars deviennent incroyablement réguliers. Et en parlant de pulsations, pourquoi je dis que les pulsars sont des phares de l'univers? Eh bien en fait, certains pulsars tournent avec une stabilité, telle que leurs battements rivalisent, voire surpassent, les meilleures horloges atomiques terrestres. Quelque part, ils sont devenus des outils d'astrophysiciens, des outils de navigation spatiale interstellaire, des tests de la relativité générale et même des détecteurs des ondes gravitationnelles à très basse fréquence, grâce au réseau de pulsars millisecondes. Donc ici, les astronomes utilisent plusieurs pulsars répartis dans la galaxie comme des points de référence. Si une onde gravitationnelle gigantesque passe, elle perturbe très légèrement le timing des pulsations. Comme une ride sur un lac modifie le reflet des étoiles. On peut imaginer l'ensemble des pulsars comme un immense orchestre cosmique. Chaque pulsar joue sa propre note avec une régularité presque parfaite. Et les zones interdites, elles, sont comme les silences dans une partition musicale. Ce sont ces silences qui donnent au rythme de la structure et qui permettent à la mélodie d'exister. Pour faire encore plus simple, sans ces zones interdites, les pulsars ne seraient pas des horloges parfaites, mais des instruments désaccordés. Donc plus on avance, et plus on se rend compte que les zones interdites ne sont pas de simples curiosités théoriques. Elles déterminent la stabilité, la précision, et même l'utilité des pulsars pour la science moderne. Mais derrière ces comportements fascinants, une question demeure. Jusqu'où ces interdictions vont-elles? Et que nous disent-elles sur les limites ultimes de la physique? Eh bien, c'est ce qu'on va voir maintenant, en avançant vers les zones interdites qui ne concernent plus seulement les particules ou la lumière, mais carrément les lois fondamentales de la nature elle-même. Parce que oui, il y a un lien avec la physique fondamentale, et pas des moindres. Parce que dans l'imaginaire collectif, on pourrait croire que les étoiles à neutrons ne sont que des cadavres stellaires spectaculaires. Mais en réalité, elles sont bien plus que ça. Ce sont de véritables laboratoires naturels, des lieux où les lois de la physique sont poussées dans leur retranchement. Et c'est précisément dans ces zones interdites que se révèlent leurs secrets. Et l'une des premières limites mises en évidence par les étoiles à neutrons, c'est la gravité extrême. Ici, nous ne sommes plus dans la gravité newtonienne, celle qui explique la chute d'une pomme ou l'orbite d'une lune. Non, ici, on se retrouve dans le régime de la relativité générale d'Einstein. L'espace-temps lui-même est tellement courbé que la lumière est déviée, les horloges ralentissent. Et les cônes de lumière, donc les chemins possibles des photons, s'inclinent. En d'autres termes, une étoile à neutrons, c'est comme une salle de sport pour la relativité. Elle la teste à sa limite juste avant l'effondrement en trou noir. Et ces zones interdites de lumière ou de particules sont les marques visibles de cette gravité déformante. Mais c'est pas tout, parce qu'une autre physique est directement liée aux étoiles à neutrons. Alors laquelle? Eh bien, la mécanique quantique. Eh bien oui, l'étoile à neutrons est aussi un terrain de jeu pour la mécanique quantique. Normalement, les effets quantiques dominent dans l'infiniment petit. On parle ici de l'échelle où on retrouve les atomes, les électrons ou encore les photons. Et ils contrôlent une sphère de 20 km de diamètre, pesant plusieurs soleils. Alors c'est peut-être un peu vague, donc je vais prendre quelques exemples concrets. En mécanique quantique, on retrouve par exemple le principe de Pauli, qui interdit à deux neutrons ou électrons d'occuper exactement le même état quantique. C'est donc ce principe qui soutient l'étoile contre l'effondrement complet. On a ensuite le principe de superfluidité, comme on l'a vu tout à l'heure. Les neutrons libres, dans le cœur, se comportent comme un fluide quantique sans viscosité, sans frottement, sans rien pour les arrêter, capable de couler sans perte d'énergie. Et enfin, dernier exemple sur le lien entre mécanique quantique et étoile à neutrons, c'est le principe de supraconductivité. Alors qu'est-ce que c'est? Pour faire simple, la supraconductivité, c'est quand un matériau conduit l'électricité sans aucune résistance. Sur Terre, on arrive à l'obtenir dans certains métaux ou alliages, mais seulement à des températures proches du zéro absolu. Dans une étoile à neutrons, c'est un phénomène naturel. En fait, dans le cœur, il reste une toute petite fraction de protons, quelques pourcents seulement, le reste étant des neutrons. Et ces protons, écrasés par une pression gigantesque et plongés dans une mer de neutrons superfluides, forment des paires quantiques. Résultat, ils deviennent supraconducteurs à l'échelle cosmique. Mais concrètement, qu'est-ce que ça change? Eh bien en fait, pas de résistance électrique. Ça veut dire que les courants qui circulent dans le cœur de l'étoile ne s'éteignent jamais. Une fois créés, ils peuvent durer des millions, voire des milliards d'années. Et ça veut dire que le champ magnétique est figé. En fait,
le champ magnétique colossal de l'étoile est piégé dans ce milieu supraconducteur. Et ça explique pourquoi les pulsars et magnétars conservent les champs intenses et stables, parfois même amplifiés. Et dans un tel milieu, l'électricité ne se dissipe plus comme sur Terre, c'est-à-dire sous forme de chaleur. En réalité, les lois usuelles de l'électromagnétisme sont comme court-circuitées. Impossible d'y expliquer la physique des conducteurs normaux. Imaginez que vous faites tourner une toupie sur Terre. Elle finit toujours par s'arrêter à cause des frottements. Dans un milieu supraconducteur, c'est comme si la toupie tournait pour l'éternité, sans jamais ralentir. C'est exactement ce qui se passe pour les courants électriques dans le cœur d'une toile à neutrons. Ils y sont éternels. Ce qui se passe en fait, c'est que les protons résiduels deviennent supraconducteurs, transformant le cœur de l'étoile en un gigantesque circuit électrique parfait. Donc au final, les étoiles à neutrons ne sont pas juste des objets astrophysiques, ce sont des monstres quantiques géants. Et quand on regarde un peu à l'intérieur, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien en fait, les étoiles à neutrons poussent aussi à l'extrême ce qu'on appelle la force nucléaire forte. L'interaction qui maintient les protons et neutrons liés dans les noyaux atomiques. En fait, dans des conditions normales, cette force agit à l'échelle d'un noyau, à 10 puissance moins 15 mètres. Mais dans une étoile à neutrons, elle doit coordonner des milliards de neutrons entassés ensemble. Et dans certaines hypothèses, la pression devient tellement énorme que les neutrons fondent en leurs constituants, les quarks, donnant naissance à une soupe de quarks. Autrement dit, les étoiles à neutrons explorent la même physique que les grands accélérateurs de particules, mais de manière naturelle et beaucoup plus extrême. Et si ces zones interdites sont si fascinantes, eh bien c'est parce qu'elles révèlent où nos théories s'arrêtent. Parce qu'au final, les zones où la lumière ne peut pas passer testent la relativité. Les zones où la matière ordinaire disparaît, c'est-à-dire plus d'atomes, seulement des neutrons ou des quarks, testent la physique nucléaire. Et enfin, les zones où les particules se comportent de manière collective, comme la superfluidité ou la supraconductivité, testent la mécanique quantique, à grande échelle. Quelque part, une étoile à neutrons, c'est comme un immense accélérateur de particules naturelles, mais avec une énergie et une densité impossibles à recréer sur Terre. Alors, on pourrait s'arrêter à ces faits. Nos lois sont mises à rude épreuve par les étoiles à neutrons, et basta. Mais pourquoi on continue à autant s'y intéresser? Eh bien en fait, l'enjeu dépasse la simple astrophysique. Ces zones interdites sont peut-être les pistes d'une théorie unifiée. Une vision où la gravité quantique et force nucléaire s'assemblent, enfin, dans un seul cadre. Parce qu'aujourd'hui, la relativité relativiste et la mécanique quantique sont deux piliers de la physique, mais incompatibles entre elles. C'est ce qu'on a vu dans les vidéos sur la théorie des cordes par exemple, ou sur la gravitation quantique à boucle. Et je vous mettrai les deux vidéos à la fin. Les étoiles à neutrons, en mélangeant les deux théories assez brutalement, sont comme des laboratoires cosmiques, grandeur nature, qui nous forcent à trouver une réponse. Donc au final, comprendre les zones interdites, ce n'est pas seulement comprendre les étoiles à neutrons, c'est avancer vers la prochaine grande révolution scientifique, celle qui pourrait succéder à Einstein et à la mécanique quantique, la gravité quantique. Et pour vous rendre tout ça un peu plus facile, on peut voir une étoile à neutrons comme une frontière. D'un côté, nos lois physiques connues solides et fiables, de l'autre, l'inconnu, là où les équations cessent de fonctionner. Les zones interdites, ce sont ces barrières sur la carte qui nous disent qu'ici s'arrête notre connaissance, et qu'au-delà commence l'inexploré. Mais les zones interdites des étoiles à neutrons ne sont pas qu'un joli concept théorique. Elles laissent des traces visibles que nos télescopes et détecteurs peuvent espérer capter. Eh bien oui, il existe des méthodes optiques ou d'analyse d'ondes qui nous permettent de vérifier et de scruter ces zones si particulières. Et alors comment on fait? Qu'est-ce qu'on utilise exactement? Bon déjà, comme je l'ai dit tout à l'heure, les étoiles à neutrons émettent surtout dans les rayons X et gamma, parce que les phénomènes qui s'y produisent, comme les champs magnétiques extrêmes, la matière qui tombe à la surface ou encore les électrons accélérés à des vitesses relativistes, dégagent une énergie colossale. Et ces rayons-là sont hyper importants parce que c'est ce qu'on va utiliser, ou plutôt qu'on va étudier, et ce, à l'aide de 3 instruments de pointe. On va tout d'abord avoir l'appareil NICER, installé directement sur l'ISS, qui mesure avec une précision incroyable la taille, la masse et la surface des étoiles à neutrons. En étudiant comment la lumière X est déformée par la gravité de ces astres, il permet de sonder indirectement leur structure interne, et donc leur zone interdite. On a aussi Chandra et XMM Newton, deux télescopes spatiaux qui suivent les émissions X des pulsars et magnétars, permettant de cartographier les zones où la lumière peut ou ne peut pas s'échapper. Par exemple, certaines zones de surface s'allument et s'éteignent en fonction de la rotation, preuve qu'il y a des fenêtres interdites pour les rayons X. Et enfin, on a le Fermi-LAT, qui est un instrument assez particulier parce qu'il ne capte que les sursauts gamma, liés aux magnétars ou aux pulsars. Ces sursauts sont en partie produits dans les fameux gaps, dans les zones interdites aux particules chargées, ce qui permet de tester directement
les modèles théoriques. Donc en clair, les télescopes X et gamma sont comme des rayons X médicaux, appliqués à une étoile. Ils révèlent ce qui se passe dans les zones normalement invisibles. Mais ce type de rayons ne sont pas la seule source d'information dont nous disposons. On peut encore compter sur autre chose. Mais quoi? Eh bien, on va se reposer sur l'espace-temps lui-même. Ses vagues, ses fluctuations, les ondes gravitationnelles. Alors vous êtes sûrement au courant, mais en 2015, avec LIGO et Virgo, l'humanité a ouvert une nouvelle fenêtre d'observation, nos fameuses ondes gravitationnelles. En fait, quand deux étoiles à neutrons entrent en collision, elles les forment littéralement le tissu de l'espace-temps. Et dans ce type d'événement, les zones interdites se retrouvent brusquement mises à nu. Par exemple, la manière dont la matière dense résiste ou s'effondre influence directement la forme du signal détecté. Un peu comme écouter le cri ultime des étoiles à neutrons. Leur vibration finale raconte ce qu'il y avait à l'intérieur. Mais on ne va pas s'arrêter là pourtant. Alors, qu'est-ce qui est prévu pour la suite? Bien déjà, de nouvelles générations d'instruments promettent d'aller encore plus loin. Ça c'est sûr. Mais on a aussi de nouvelles missions. Par exemple, le cas d'Athéna qui va être lancé par l'ESA vers les années 2030 et qui sera un observatoire X de nouvelle génération, avec une résolution et une sensibilité jamais atteintes. Son objectif sera de plonger dans les détails de la surface et du rayonnement des étoiles à neutrons. Ensuite, on a la mission LISA, un programme partagé par l'ESA et la NASA qui devra être opérationnel dans les années 2030-40 et qui a un détecteur spatial d'ondes gravitationnelles sensible aux basses fréquences. Avec lui, on pourra suivre la danse de binaires d'étoiles à neutrons pendant des années, révélant peu à peu leur intérieur. Et on a enfin SCA, un gigantesque réseau de radiotélescopes parfait pour étudier les pulsars millisecondes, où leur régularité extrême servira de test pour les modèles de zones interdites, liés aux champs magnétiques et aux gaps de particules. Mais pourquoi c'est crucial? Eh bien parce que chaque observation est un peu comme une pièce du puzzle. Les rayons X et gamma révèlent la surface et la magnétosphère. Les ondes gravitationnelles révèlent l'intérieur. Et les pulsars millisecondes révèlent les zones interdites de particules. Et les régimes de supraconductivité et ou de superfluidité. Donc en combinant tout ça, on espère enfin percer le mystère. Quelle est la vraie nature de la matière ultra dense au cœur d'une étoile à neutrons? Peut-être qu'on découvrira alors que la matière ordinaire elle-même a des limites encore insoupçonnées. Parce que peut-être qu'au fond, les étoiles à neutrons, ce sont les seules gardiennes des frontières de la connaissance. Les étoiles à neutrons sont plus que des objets astrophysiques, ce sont des frontières naturelles. Et elles se situent pile à la limite entre la physique connue, avec la mécanique quantique, la relativité générale ou les interactions nucléaires, et l'inconnu total. Avec la matière exotique, la gravité quantique et les lois au-delà du modèle standard. Elles jouent donc le rôle de phares cosmiques. Elles éclairent jusqu'où vont nos théories, et là où elles cessent de fonctionner. En ce sens, elles ressemblent à des portes fermées au cœur de l'univers, dont nous cherchons encore la clé. Mais du coup, de quoi on parle vraiment quand on parle de zones interdites? Eh bien en fait, il ne s'agit pas seulement d'électrons coincés, de lumière déviée ou de neutrons superfluides. Non, c'est aussi une métaphore de la condition humaine en science. À chaque époque, on croit avoir compris le monde, puis l'univers nous place devant une zone interdite intellectuelle, un paradoxe, une anomalie, une énigme. Et c'est alors que nous devons inventer une nouvelle physique, repousser notre horizon. Donc quelque part, les zones interdites des étoiles à neutrons, c'est un peu comme des murs invisibles que la nature a dressés. Non pas pour nous arrêter, mais pour nous pousser à grimper plus haut. Et bien parce qu'au final, l'histoire de la science est une suite de franchissements. On croyait que la Terre était au centre, Copernic a brisé cette zone interdite. On croyait l'espace-temps absolu, Einstein a ouvert une porte. On croyait la matière simple, la mécanique quantique a révélé ses mystères, etc. etc. Aujourd'hui, les étoiles à neutrons nous disent que nos lois fonctionnent presque partout, mais pas ici. Et elles nous incitent à aller voir ce qu'on a oublié dans nos équations. Et c'est ça le plus beau paradoxe. Chaque fois que l'univers nous oppose un nom, ce n'est pas une barrière définitive. C'est une invitation à chercher une nouvelle voie, à inventer un nouveau langage pour décrire le cosmos. Donc en fait, les étoiles à neutrons et leurs zones interdites ne sont pas seulement des monstres d'astrophysique. Elles sont des miroirs de notre curiosité. Elles nous rappellent que la science avance toujours en butant contre des limites et en trouvant comment les dépasser. Et voici donc ce qu'il faut retenir. Déjà, on a vu que les étoiles à neutrons ne sont pas de simples vestiges d'étoiles mortes. Elles sont les gardiens des extrêmes, les témoins d'un univers qui, même après des milliards d'années d'observation, continue de nous défier. En explorant leurs zones interdites, on a découvert des territoires où la matière, la lumière et l'espace-temps eux-mêmes obéissent à des règles qui nous échappent. À savoir en plus que les zones interdites ne sont pas des murs infranchissables, mais des lignes rouges tracées par la nature. Des endroits où nos lois cessent de marcher droit. Ici, la relativité d'Einstein s'entrelace avec la mécanique quantique, et la physique nucléaire s'invite dans la danse.
En fait, c'est un carrefour des grandes forces fondamentales. Et un rappel assez piquant. Celui qui nous montre par A plus B qu'on n'a pas encore trouvé la théorie unifiée, celle qui saurait tout expliquer. Et quand on va un peu plus loin, on se rend compte que l'héritage de ces zones interdites est double. En fait, sur le plan scientifique, les étoiles de neutrons sont nos meilleurs laboratoires naturels. Elles testent la gravité dans ses limites. Elles révèlent la physique de la matière dense. Elles produisent des signaux comme des ondes gravitationnelles, des rayons X ou gamma qui deviennent autant de messages codés à décrypter. Et sur le plan philosophique, elles nous rappellent que chaque loi est un jalon provisoire, jamais un aboutissement. Ce qu'on appelle aujourd'hui zone interdite, ce n'est peut-être que la preuve de notre ignorance actuelle. L'univers ne dit pas stop, il nous dit « cherchez plus loin ». Et de cette façon, les étoiles à neutrons deviennent des frontières cosmiques où l'humanité se mesure à l'inconnu. Elles sont la preuve que nous vivons dans un cosmos qui n'est pas figé, mais encore plein de mystères à explorer. Et au fond, c'est ça le plus beau. L'univers ne se contente pas de nous donner des réponses et ne l'a jamais fait. Non, à la place, il nous tend des énigmes. Il place des barrières, non pour nous bloquer, mais pour nous pousser à inventer de nouvelles clés. Quelque part, les étoiles de neutrons nous rappellent que l'univers est un livre dont certaines pages restent scellées. Mais chaque interdiction est aussi une invitation à percer les secrets. Le secret de l'univers. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je vous mets les 3 vidéos dont je vous ai parlé, donc la théorie des cordes, la gravitation quantique à boucle, et c'était quoi la dernière? Bah j'ai oublié, du coup je vous mets une vidéo à hasard. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode, c'était Zephyros, à bientôt.